Table ronde pour parler d'écologie et de justice sociale. Nous l'avons intitulé aussi les pistes ou la recherche d'un nouveau contrat social en Île-de-France. Nous savons que l'Île-de-France est l'une des régions les plus riches de France et en même temps l'une des plus inégales. Donc repenser ces solidarités, la manière dont on fonctionne, dont on est solidaires les uns des autres dans cette région, ce sera la question en fait de cette table ronde. Et nous avons avec nous pour aborder des sujets qui toucheront de l'alimentation au transport, au logement, Lila Djellali à côté, donc conseillère du 20e arrondissement, Anna Bikouloulou qui est militante, membre des Jeunes écologistes, Pierrick Amala, donc élue à la mairie de Pantin, Sabrina Sebaï, députée, et Jean-Baptiste Péjon, conseiller régional, et j'ai avec moi donc Alice Bossler pour co-animer cette table ronde. Voilà, on avait d'abord une première question pour tous nos invités qui était... Attends, je l'avais... Oui, qui était un peu comment du coup se traduisent dans chacune de vos thématiques. Et donc pour les différentes thématiques, nous aurons donc Pierrick plus précisément sur les questions de logement, Lila sur les questions de l'alimentation et Jean-Baptiste sur les questions du transport. Comment se traduisent en fait ces fortes inégalités qui traversent l'Île-de-France dans vos thématiques? Je te passe le micro peut-être Alice pour introduire notre première invitée. Oui, et question subsidiaire qui suit nécessairement la première, c'est dans chacun de vos engagements, de vos combats, comment est-ce qu'on peut apporter des pistes de solutions à ces inégalités qui sont pour le moins insupportables. Voilà, donc chacun sur la thématique qui est celle dont vous êtes le plus spécialiste. Donc on va commencer par Lila, qui est à côté de nous. On sait qu'avec la précarité qui grandit, l'inflation, la question de l'alimentation se pose très sincèrement pour beaucoup de personnes en Île-de-France, que notamment les jeunes, les étudiants ont en plus tendance à sauter des repas, à manger une fois par jour, et ça devient quelque chose de très habituel, alors que normalement on pensait avec le progrès social qu'on avait passé finalement à la question des émeutes de la faim, on se rend compte que peut-être qu'on ne l'a pas tant passé que ça, et que ça redevient un sujet crucial. Donc tu portes très fièrement le sujet notamment de la sécurité sociale alimentaire, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet, et nous parler notamment de comment ça se traduit, comment ça fonctionne, et en quoi c'est une vraie piste de solution pour cette problématique. Bonjour à tous et à toutes, et tout d'abord merci pour l'invitation. Effectivement, il y a un sujet qui commence à bien prendre partout en France, qui est celui de la sécurité sociale alimentaire, en tout cas de monter des expérimentations autour de la sécurité sociale alimentaire. Et cette question, on se l'est posée avec beaucoup d'adjoints et d'adjointes un peu partout en France, donc on a monté un petit groupe, et on s'est dit comment on pouvait réduire les inégalités, juste ça, comment on fait pour réduire les inégalités. Et chaque territoire est différent, et celui de Paris est assez compliqué parce que on a beaucoup de solutions temporaires, mais on n'accompagne pas les personnes à sortir de situations graves. Et ça, c'est tout un système qui existe depuis 40 ans. Depuis que tous ces gouvernements qui se sont suivis, on a une vision, et on nous a aussi donné une vision qu'il y avait des temps forts, le temps de l'hiver, le temps de l'été. Et encore l'été, on a mis beaucoup de temps à faire comprendre que c'était extrêmement problématique. Et bien évidemment, l'inflation, tout d'abord le confinement, et puis ensuite l'inflation, et on nous bassine beaucoup de solutions sur l'aide alimentaire, qui est indispensable, et le sera toujours. Mais c'est une solution qui devrait et doit être temporaire. On doit accompagner des personnes, on doit aussi pouvoir les accompagner sur comment on fait en sorte de ne pas rester à l'aide alimentaire. On prend l'exemple de Coluche. Coluche pensait qu'il allait faire une seule fois une saison des Restos du Cœur. 40 ans après, on a toujours les Restos du Cœur. Et on se retrouve dans une situation où énormément de personnes vont à l'aide alimentaire, et des personnes qui ne devraient pas y aller parce que les situations se sont aggravées, et on a énormément de personnes qui n'y vont pas aussi. Donc on n'a aucun chiffre réel. On a énormément de personnes qui n'osent pas franchir la porte. Donc comment on fait pour accompagner aussi toutes
ces catégories socio-professionnelles, et on part du plus petit, on part de l'enfance, et on a un enfant sur 4 aujourd'hui qui n'a pas accès à un petit déjeuner sain. Après, on a aussi les étudiants qui finissent à la fin du mois avec 50 € et c'est leur variable d'ajustement. On se nourrit, on achète cahiers, stylos, on sort, on essaie d'avoir une vie sociale, on va chez le médecin, il leur reste 50 € pour vivre. Donc c'est la variable d'ajustement. Et on a vu de plus en plus, dans tous nos arrondissements à Paris, les files d'attente, les queues interminables, surtout chez Linky, qui est aussi basé dans le 20e arrondissement. Et il y a aussi les mères célibataires, ou en tout cas les parents célibataires, parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir à la fois subvenir à tous les besoins. Et puis on a aussi les seniors qui n'osent pas sortir de chez eux pour plein de raisons, qui ont des petites retraites, donc on ne sait pas aller les chercher. Et je voulais aussi tendre la main à Antoine Alibert, avec qui on travaille beaucoup sur les affaires sociales, parce que c'est un lien. C'est comment nous, en fait, on veut réduire les inégalités autour d'une alimentation durable, mais en se servant aussi de tout le beau travail qui est fait sur le terrain, sur l'aide alimentaire. Donc on s'est beaucoup appuyé dessus, et puis il y a pas si longtemps, on s'est dit, bon ben en fait on va pas assez loin. Et tout le système, c'est systémique. On nous propose que de l'aide alimentaire. Et là on a eu Madame Borne qui... en grande conquérante, arrive avec 60 millions d'euros et nous propose que de l'aide alimentaire. Donc on s'était dit que c'était peut-être le moment de proposer un autre modèle, à la fois économique, mais économique pour tout le monde, que ce soit d'abord pour les agriculteurs et les agricultrices, parce qu'eux aussi en souffrent. Les chiffres sont abominables, c'est un agriculteur sur 2 qui décède, qui se suicide tous les jours, tous les 2 jours, pardon. Et donc c'est vraiment d'aller accompagner les agriculteurs, puis accompagner aussi toutes les structures d'utilité sociale qu'on a sur le territoire. Et le premier but était de pouvoir en installer un peu plus. Et puis après, c'est bien évidemment d'aller chercher aussi le public qui en a le plus besoin. Et contrairement à ce qu'on peut croire, quand on est pauvre, on mange très bien. C'est juste qu'on n'a pas forcément les moyens. Je n'arrête pas de donner cet exemple qui m'est propre. Je suis issue d'une famille de 8 enfants, papa maçon, maman femme de ménage. Et en fait, quand on a un jardin, quand on a un jardin ouvrier, quand on a un lopin de terre, eh bien on est capable de pouvoir un petit peu se nourrir. Et ça, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Donc je n'arrive pas à comprendre que même, on n'est pas loin d'Aubervilliers, qu'on arrive aujourd'hui à détruire des jardins, alors que c'est vraiment, c'est vraiment la base de la vie. Et on a oublié, on va faire le tour de pas mal de strates politiques. La métropole joue aussi un rôle extrêmement important avec l'Île-de-France par rapport aux terres nourricières. Et on pense sincèrement que la sécurité sociale alimentaire, si on a un budget d'amorçage et qu'on arrive à accompagner certaines personnes, permettrait aussi de créer un imaginaire pour toute la chaîne de valeur, que ça aille du producteur et de la productrice jusqu'au consommateur, et de réellement avoir le choix. Et donc le but, c'est de monter une caisse alimentaire et de choisir les produits, d'avoir le choix de ce qu'on veut manger et de pouvoir réellement s'impliquer dans cette nouvelle gouvernance qui est la sécurité sociale alimentaire, en gros. Juste ça. Merci beaucoup Lila pour ce premier éclairage très intéressant. Je vais donc poursuivre sur cette table ronde sur une autre thématique qui, on le sait, est traversée très durement par les inégalités, la thématique du transport et de la mobilité. On sait que c'est pas aussi facile pour les personnes de se déplacer, qu'elles soient aisées financièrement avec accès à de nombreux modes de transport, et les personnes qui sont plus précarisées pour lesquelles le coût de l'énergie est plus fort et parfois même l'accès à un transport collectif devient un arbitrage financier assez injuste. Donc on va en parler à l'instant avec Jean-Baptiste, avec lequel on a pas mal travaillé sur ces thématiques ensemble, donc je sais que tu vas pouvoir dire des choses très intéressantes sur comment est-ce qu'à la région on peut se battre pour des transports qui sont accessibles pour tous et toutes de manière égale et qui surtout permettent à terme de réduire les inégalités.
Alors déjà, merci d'organiser cette table ronde. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient parler de justice sociale et je pense que chez les écologistes, c'est très important d'implanter ou de réimplanter, d'incruster dans nos interventions, dans tous nos événements, la thématique de la justice sociale, parce qu'on doit toujours faire face à ce double antagonisme qui est de faire en sorte d'avoir une planète habitable pour les générations futures, mais aussi de régler les problèmes pour les gens qui habitent aujourd'hui cette planète et qui ont beaucoup de contraintes à venir. Et trop souvent, certaines mesures environnementales peuvent jouer le rôle d'accélérateur de basculement dans la pauvreté. C'est le cas, par exemple, je vais revenir de la ZFE. Là, je suis un peu brutal, je mets les pieds dans le plat, mais comme ça, vous allez voir, on reviendra après. La question de la mobilité, Alice l'a introduit. On a aujourd'hui en Ile-de-France 23% des habitants qui ont une seule solution de mobilité au quotidien. On en a 13% qui n'ont pas de solution de mobilité à proximité, enfin, dans leur quotidien. C'est 3 points de plus que dans la moyenne nationale. Et pourquoi c'est catastrophique? Parce qu'en Ile-de-France, on a le deuxième plus grand réseau de transport en commun du monde après celui de Tokyo. Donc ça veut dire qu'on a une inégalité qui est encore plus marquée. Alors on le sait, elle l'a dit au niveau de l'alimentation, au niveau du logement, au niveau des revenus, et là aussi dans les transports. Alors que pourtant on est extrêmement bien doté, parce qu'on a renforcé certains pôles de transport qui sont liés au pôle d'activité. Et au contraire, en fait, on a certains territoires qui sont complètement déshérités, ce qu'on peut considérer comme étant des territoires déshérités de la République. En Ile-de-France, on en a deux, les quartiers populaires, les banlieues, on va dire, plutôt en petite couronne, mais aussi quand même dans les franches grandes couronnes, et la ruralité, parce qu'on a une grande part de ruralité et de personnes qui n'ont pas d'alternative dans leur déplacement. Je reviens sur l'histoire de la ZFE. La ZFE, c'est important parce qu'en fait, elle vient marquer quelque chose. Elle a été mise en place d'abord dans 4 territoires français, 7 de plus maintenant. C'est 5 millions de personnes concernées dans les premiers territoires pilotes, 380 000 véhicules concernés par la ZFE aujourd'hui sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Donc en fait c'est énorme et à la fois cette mesure environnementale on en a besoin, donc nous on doit la pousser parce que évidemment c'est ce qui permet de réduire le phénomène de la pollution de l'air et donc derrière d'améliorer la santé, de limiter ces fameux 48 000 morts prématurées par an. Mais il vient créer un autre problème, c'est qu'est-ce qu'on propose en fait aux gens aujourd'hui, des personnes qui en fait possèdent les 380 000 véhicules et qui en plus se retrouvent pour beaucoup étant déjà dans des situations de précarité et dans l'obligation d'utiliser leur véhicule. Alors on pourrait nous dire très simplement, et ce serait la position écolo, de dire eh bien, c'est très simple, vous prenez le vélo, vous prenez les transports en commun. Sauf que pas pour toutes et tous, mais pour une partie d'entre eux c'est pas possible. Et donc qu'est-ce qu'on doit proposer pour cela? On doit proposer des mesures incitatives pour aller vers autre chose, donc une mobilité active par exemple, pour pouvoir faire du covoiturage pour aller vers l'espace de transport en commun le plus proche, et aussi améliorer et renforcer les transports en commun. Ce qui en Ile-de-France n'arrivera pas avant une décennie en gros, hein, et qui demande des investissements majeurs. Pourquoi? Parce qu'on a priorisé certains grands investissements, 2,2 milliards par exemple sur le Charles de Gaulle Express. Je prends un autre exemple, là, parce qu'en ce moment il y a le Lyon-Turin, je vois le soulèvement de la Terre, 26 milliards sur le Lyon-Turin. Donc voilà aujourd'hui la priorité qu'on donne à certains investissements, qui sont des investissements, on pourrait dire tout bonnement, inutiles, en fait, pour l'intérêt général, pour la plupart des habitants de nos territoires, et pourtant c'est la priorité qui est donnée. Donc malheureusement, ici, pour améliorer les transports en commun, il faudra une décennie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la justice sociale dès aujourd'hui? On a des dispositifs à mettre en place. Ça passe d'abord sur l'incitation à prendre les transports en commun. Donc moi je pense par exemple, mais je sais que le débat est vif chez nous, la tarification. On est passé de 75 € le pass Navigo à 84. On a des aides sociales jusqu'à 50%, c'est une obligation depuis la loi SRE de 2000. Donc les autorités organisatrices des mobilités doivent mettre en place une tarification sociale, mais elle ne va pas assez loin, puisque beaucoup de gens en fait aujourd'hui n'en bénéficient pas, ou alors ne vont pas chercher en fait cette tarification sociale qui leur permet d'accéder à un pass Navigo moins cher ou à zéro. Et donc, comment demain on fait en sorte d'inciter les gens à basculer de l'autosolisme au transport en commun? On améliore les transports en commun, mais on doit aussi travailler la tarification. On doit aussi travailler l'utile pour la tarification. Et pourquoi ça touche particulièrement le sujet de la ZFE qui vient se contraindre entre les deux? C'est parce qu'on met en place des dispositifs qui sont des dispositifs écolos que nous on soutiendrait, mais qui en fait viennent dire les transports en commun ne sont pas encore prêts, mais on vous impose quand même
une zone à faible émission pour la mobilité et qui va vous obliger à quitter vos véhicules dès aujourd'hui alors vous n'avez pas d'alternative. Donc c'est là où en fait on fait une mesure environnementale qui vient jouer le rôle d'accélérateur dans la pauvreté. Et c'est très important d'avoir en considération parce que nos politiques publiques, elles doivent toujours être d'un commun accord, la justice sociale et l'environnement. Donc la question de la tarification, après je crois que j'ai pas trop longtemps donc je vais aller vite, la question de la tarification très importante, la question de repenser des nouvelles tarifications, par exemple, il faut une fiscalité écologique pour permettre de financer les transports en commun ou de financer des mobilités qui sont décarbonées. Donc ça va sur la taxe sur les e-commerce, sur la taxe sur l'aérien, sur plein de choses. De penser aussi des nouveaux sujets, par exemple les quotas carbone. La taxe carbone était un très mauvais sujet, parce que la taxe carbone, on vient toucher tout le monde. Le quota carbone, on vient aussi toucher tout le monde. À la différence que sur le quota carbone, en fait, les plus riches vont être plus aisés que les plus pauvres, puisque évidemment, les gens riches, c'est ceux qui aujourd'hui consomment le plus de carbone, notamment parce qu'ils prennent l'aérien chaque année. Et donc cette question du quota carbone pourrait être mise sur la table pour dire chaque année vous avez un niveau de quota carbone que vous pouvez utiliser, ce qui permettrait de rééquilibrer aussi pour les gens qui eux ont besoin, parce qu'ils habitent dans la ruralité, parce qu'ils habitent loin des centres de leur véhicule au quotidien, mais qui ne vont pas partir en vacances et donc qui vont beaucoup moins consommer de carbone. Donc ça peut être un sujet. Aussi de faire contribuer des pôles, des pôles de mobilité que sont en fait les pôles de mobilité obligatoires, que sont par exemple les centres commerciaux, des centres culturels qui sont à l'extérieur en fait aujourd'hui des villes, où aujourd'hui par exemple les hyper centres commerciaux, tous ces hyper, 25% de leur empreinte carbone est dépendante des trajets en voiture pour y aller et pour revenir. Et bien en fait c'est eux qu'il faut faire contribuer, puisque c'est eux qui ont un impact fort en fait sur le territoire. Donc inverser totalement en fait le coupable et la participation, faire en sorte que ce soit plus les entreprises, plus les gens qui polluent vraiment, et de permettre par ces mesures de justice sociale de rééquilibrage que les gens puissent aller doucement vers la transition et les accompagner vers une formule écologique mais qui convienne à tout le monde et à tous les portefeuilles. Moi je m'arrête là. Merci beaucoup. La justice sociale, justice climatique, ça a été synthétique, c'est très bien. Et maintenant, s'il y a bien un sujet aussi qui touche et qui fait partie des droits fondamentaux sans lequel beaucoup de choses ne sont pas possibles, c'est la question du logement. C'est d'avoir un toit. Et sur ça, en fait, c'est sur une question qui est vraiment fondamentale aussi dans le projet d'écologie et de justice sociale. Comment on concilie en fait cette nécessité de logement, comment on parle aussi de cadre de vie, de qualité de vie, comment on crée en fait cette nécessaire synthèse entre la besoin de tous se loger et de tous se loger dans des conditions qui soient décentes. Donc pour répondre à toutes ces questions, je laisse Pierrick y répondre. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais intervenir pour parler de la question du logement, qui est un sujet qui me tient à cœur, notamment par mon engagement professionnel, puisque je travaille chez un bailleur social. Aujourd'hui, en Ile-de-France, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a, je pense, le territoire qui est le plus en tension sur la question du logement, avec le plus de demandes de logement qui sont non pourvues. Je suis allé chercher les chiffres en préparant l'intervention. Aujourd'hui, il y a 700 000 demandes de logements sociaux en Ile-de-France qui sont non pourvues et seulement 60 000 attributions tous les ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a un delta de 130 000 personnes, il ne marche plus. Il y a un delta de 630 000 personnes aujourd'hui qui n'ont pas de solution de logement abordable qui leur sont proposées. On est sur une crise qui est multifactorielle parce que le logement social n'est pas la priorité de notre gouvernement actuel, c'est un euphémisme que de dire ça. On a une pression énorme sur le cœur de la métropole, les départements de première couronne, mais aussi en grande couronne avec un déficit de logement social. Face à ça, on a tout un travail sur le renouvellement urbain et c'est là-dessus que je voudrais pousser un petit peu la réflexion par rapport à ce fameux ANRU, le NPNRU, le PRU, enfin tous ces acronymes qui concernent ce renouvellement urbain, qui prévoit à l'échelle de la Seine-Saint-Denis la démolition de, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose de l'ordre de 15 000 logements sociaux. Donc aujourd'hui, en fait, tous nos moyens de construction de logements sociaux sont absorbés par la reconstruction, parce que l'État a quand même une grande générosité, c'est que quand on démolit un logement social, on en reconstruit un. Mais au lieu d'en développer un nouveau, en fait, c'est à offre constante, je ne sais pas si je suis clair, par rapport à l'existant. Et donc,
On évoquait tout à l'heure, avec la table ronde sur la question de l'urbanisme, cette question de la construction de logements. C'est une nécessité absolue en Île-de-France, c'est une urgence, et on se retrouve en même temps en face de projets urbains totalement délirants et totalement débiles à certains niveaux, et pourtant il va bien falloir trouver où développer cette offre de logement. Aujourd'hui, on a eu des annonces sur le CNR logement. Grandes annonces, le logement social totalement oublié. On n'aide pas les bailleurs à se sortir de la crise dans laquelle ils sont. On soutient uniquement le logement intermédiaire, qui est beaucoup plus financé que le logement social aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que les loyers du logement social sont plafonnés, et en plus on a moins d'aide que pour faire du logement intermédiaire. Donc en fait, on est en train de mettre tous les curseurs petit à petit d'une crise qui va continuer à s'aggraver et continuer à s'accélérer dans la question du logement. Alors le projet écologiste, pour moi, il doit affirmer plusieurs choses. Alors c'est un avis très personnel, je pense que les choses ne seront pas forcément toujours partagées par tout le monde ici, mais on doit avoir un logement de qualité, et la plupart de nos tours et de nos bars qui sont très souvent stigmatisés par le discours public, le discours politique général, souvent c'est des logements de très grande qualité. Dans les bars, il y a souvent des très belles vues, des logements qui peuvent être assez grands. Les bailleurs sociaux rénovent le patrimoine, donc ça prend du temps. Le bailleur où je travaille, on a un plan d'investissement d'1 milliard sur 10 ans. On est au rendez-vous des exigences de suppression des passoires énergétiques. À côté de ça, aujourd'hui, on a des vraies limites sur la rénovation du patrimoine privé, avec des copropriétés qu'on n'arrive pas à rénover parce qu'il faut le vote de tous les copropriétaires pour arriver à le faire. Donc on a un peu tendance à taper sur les quartiers, à stigmatiser la bétonisation, les barres de béton, les tours, et en fait moi je les défends et je suis fier de bosser chez un bailleur qui réhabilite des tours, parce que j'ai beaucoup de locataires qui habitent là-dedans, qui sont heureux de vivre là-dedans, qui vivent dans de bonnes conditions, même s'ils se plaignent toujours parce qu'on ne va pas assez vite, et ils ont bien raison de nous pousser. Donc c'est un sujet majeur de cette question-là. La question de la démolition, je l'évoquais tout à l'heure sur la question de l'ANRU. Je pense que le projet écologiste, pour pouvoir être un projet de justice sociale, il doit arrêter la démolition par principe. Aujourd'hui, on a beaucoup de quartiers où, pour obtenir les financements de l'ANRU, pour certains, vous avez pu voir dans Mediapart un article concernant Pantin, on est obligé de proposer un bout de démolition, même si ça ne fait pas de sens. Sans ça, en fait, on ne reçoit pas les subventions et on ne peut pas avancer. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on fait en tant que bailleur? On le fait, on fait ces démolitions qui ne sont pas forcément toujours pertinentes. Réhabiliter un logement, j'avais fait les calculs, ça émet à peu près 1 tonne d'équivalent de CO2. Le démolir et le reconstruire, c'est 19. Donc en fait, on a un facteur de presque 1 à 20 entre la réhabilitation et la démolition-reconstruction. Donc d'un point de vue environnemental, ça n'a pas de sens. D'un point de vue social, ça n'a pas de sens. On oublie trop souvent que dans ces logements, il y a souvent des familles qui y habitent, qui sont là des fois depuis 30, 40 ans, qui ont élevé leurs enfants dedans, qui ont des souvenirs. Et on a le rouleau compresseur de l'État qui arrive pour dire « Nous, on sait ce qu'il faut faire, on a fait des études, on est vachement intelligent, et on va vous dire « Vous allez devoir être démoli, vous êtes relogé. » Et c'est un discours qui est hyper violent socialement, parce qu'en fait, on dit aux gens « Votre patrimoine, le patrimoine dans lequel vous vivez, finalement, il n'a pas un intérêt suffisant, il est obsolète, tout ça, il n'est pas intéressant, donc on le démolit. » Pour la petite histoire, la plupart des choses qu'on démolit aujourd'hui en logement social sont mieux construites que la plupart des bâtiments haussmanniens. Je vois qu'il y a des élus parisiens dans la salle. N'hésitez pas à proposer à l'ANRU la démolition des îlots haussmanniens pour pouvoir créer des parcs dans le cœur de Paris. Ça peut être une solution qui serait assez intéressante de voir la réaction des énarques qui dirigent ces grandes instances. Je vais pas être plus long sur le sujet, juste je voulais redire mon amour des bars, mon amour des tours et mon amour du logement social.
Merci beaucoup pour toutes vos interventions qui ont bien permis de rentrer un peu en précision dans les différentes composantes de ce que peuvent être les inégalités en Ile-de-France. Maintenant, du coup, je vais laisser la parole à Sabrina Sebaï, qui est députée depuis maintenant un an, ça fait un an, donc les élections sont passées. Députée depuis un an, du coup, du 92 sur la circonscription populaire, mais qui, au-delà de ça, a un engagement très ancien pour cette thématique du coup des quartiers populaires et qui, je pense, a pas mal de choses à dire en réaction à ce que nos différents intervenants ont pu dire précédemment. Je te laisse intervenir. Mais écoutez, déjà bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, alors j'aime bien parce qu'en fait, il y a un moment, il y a quelques années de ça, on parlait quasiment pas d'écologie populaire ou d'inégalité, enfin c'était très compliqué chez les écologistes et je trouve que depuis maintenant quelques années, vraiment ce discours a pris toute sa place dans le parti et c'est une très très bonne chose. Plusieurs éléments, peut-être ce que je peux dire, c'est que depuis un an maintenant que je suis députée, ce qu'on constate quand même, et ça a été dit, que ce soit sur l'alimentation, les transports, le logement, mais il y a plein d'autres sujets. En fait, on est en crise multiple sur tous les plans et ça se ressent. Et ce qui est assez inquiétant en réalité et ce qui devrait tous nous interroger collectivement, c'est pourquoi, malgré le fait que nous, en tant qu'écologistes, on considère que notre projet, c'est celui qui répond à toutes ces multiples crises, en réalité, celle qui tire sa carte du jeu, c'est Marine Le Pen, avec 88 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que ça, vraiment, c'est une vraie interrogation. Le pays n'a jamais été aussi divisé. Il n'y a jamais eu autant de discrimination, de racisme aussi ouvertement déballé sur les médias à longueur de journée. Je ne sais pas si ça ne fonctionne plus. Un micro est raciste. Oui, je crois. Attends. Ah ouais, tu l'as été sans faire exprès. C'est discrimination. Donc je disais autant voilà, de débats nauséabonds auxquels on assiste sur les plateaux télé quasi quotidiennement maintenant. Et pourtant, voilà, avec un pouvoir d'achat qui s'effondre, avec des inégalités sociales très importantes, mais notre discours, en tout cas, n'arrive pas à être perçu comme une solution crédible pour les uns et les autres. Alors, en fait, sur la question, sur les différents sujets qui ont été évoqués, moi je le dis parce que sur le logement, moi je suis assez d'accord en fait avec ta position, qui est celle de dire en fait, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de débats chez nous sur, et d'ailleurs il y a encore des villes aujourd'hui qui ne construisent pas de logement social parce que pas d'étalement urbain, parce que l'écologie. La réalité, c'est que dans une région comme l'Île-de-France, je crois qu'il manque à peu près 700 000 logements pour pouvoir loger tout le monde correctement. Donc bien sûr, il faut réhabiliter, bien sûr, il faut rénover. Et ça a été fait, vous savez, les écologistes ont gagné un amendement de 13 milliards sur la rénovation contre le gouvernement. Il a été sucré au 49.3, mais on l'avait gagné cet amendement-là. Et donc, en réalité, oui, il faut faire tout ça, mais il faut aussi construire. Construire, ça veut dire imposer aux maires qui ne respectent pas la loi SRU de respecter la loi SRU. Ça, c'est vraiment la première chose. Et surtout, ne pas oublier que derrière la question du logement, c'est des familles, c'est des gens, en fait. Et il y a des villes où, aujourd'hui, pour obtenir un logement social, la moyenne d'attente, c'est 10 ans. 10 ans. Alors, 10 ans, ça peut sembler un chiffre comme ça, un peu farfelu. Mais moi, je donne souvent l'exemple d'une famille qui a des enfants qui ont 8, 6 ans ou 10 ans même, qui attendent 10 ans pour avoir un logement. Ben, au moment où elles ont le logement, leurs enfants, ils ont 20 ans, 18 ans. Et c'est plus du tout la même chose en réalité. Donc en fait, ça impacte le quotidien et la vie des gens. C'est pour ça que la question de la construction et de bons logements et de bien l'isoler, elle est essentielle et primordiale. Et je pense que nous, en tant qu'écologistes, on doit justement avoir un discours très fort là-dessus. Sur le volet peut-être alimentation, parce que tu l'as évoqué, bah, ce qu'on remarque aussi, on vient de lancer un groupe transpartisan sur la lutte contre l'obésité. Ce qui revient en premier, c'est les inégalités sociales. Les territoires où il y a le plus d'obésité aujourd'hui, où il y a le plus fort impact au niveau sanitaire, c'est la Seine-Saint-Denis, on l'a vu au moment du Covid, c'est les Hauts-de-France et c'est les DOM-TOM. Il y a certains, je pense à La Réunion, 50% de la population est en obésité. Derrière ça, c'est l'agro-industrie, c'est le fait que le Nutri-Score soit pas obligatoire sur tous les emballages, c'est l'ultra-transformé, c'est les pesticides parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Enfin voilà, il y a plein de conséquences derrière sur lesquelles nous, écologistes, on peut avoir un discours pour répondre à deux choses. La première, c'est une alimentation de qualité et à un coût accessible. Parce qu'on peut dire aux gens qu'il faut manger bio, mais moi je peux vous dire que quand le kilo de cerises coûte 24 €, je me défie qui que ce soit d'aller acheter des cerises pour ses enfants. Faut être un peu vraiment dans le concret, dans le quotidien du panier alimentaire des personnes, et ça joue énormément. Et c'est pas ce gouvernement-là qui va nous aider, puisque ça fait plusieurs mois qu'il nous explique qu'il demande gentiment à la grande distribution de baisser les prix.
c'est pas le cas, ils ne les baisseront pas, ils se font une marge dessus et ils continuent en fait à marger sur le quotidien finalement et le portefeuille des uns et des autres. Et même s'il y a eu des idées, je sais qu'à un moment on a évoqué par exemple la taxe soda, qui peut apparaître comme étant une bonne idée. La réalité c'est que ceux qui vont consommer du soda et ceux qui en consomment aujourd'hui, parfois aussi c'est des familles qui sont les plus précaires, c'est pas parce qu'on va faire une taxe soda qu'ils vont arrêter d'en consommer, ils vont juste le payer plus cher. Et donc en fait ils vont payer doublement la conséquence de cette taxe soda. Donc c'est en fait, voilà, il y a tout un travail à faire. Moi je dis souvent, nous on parle pas de révolution, on parle de transition, à juste titre. Ça veut dire aussi changer la manière dont on voit les choses, changer la manière dont on se déplace, ça a été dit sur la question des transports, parce qu'on a des territoires quand même où, même si les JO vont arriver, d'ailleurs je sais pas si les transports seront prêts d'ici là, et que ça va permettre d'avoir quelques gares, je pense qu'on est encore très loin du compte, et il suffit de voir la galère tous les jours dans les transports en commun pour se rendre compte que c'est pas du tout acceptable qu'on soit dans une région d'ailleurs aussi riche et qu'on n'ait pas des transports en commun de qualité. Et voilà, cette question du transport, elle est essentielle, et tu l'as dit, la question de la ZFE, l'utilisation de la voiture, on peut pas demander à des gens, moi je suis toujours très partante sur les campagnes qu'on fait à chaque fois, quand on fait des vélos, des circuits en vélo, mais il faut être un peu réaliste. Des gens qui sont dans le fin fond du 78 ou le 77, leur demander d'aller travailler en vélo à Paris, je crois pas que ça soit possible en réalité. Donc voilà, il faut aussi qu'on ajuste notre discours, pas de dire que finalement il faut garder le modèle de la voiture, ni d'ailleurs dire qu'il faut remplacer tout le parc thermique par un parc électrique, parce que c'est pas l'ambition qu'on a, mais ça veut dire d'abord développer le transport en commun, faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre, changer les modes de déplacement, et ça viendra naturellement, les gens de fait vont se déplacer avec les transports, mais surtout c'est laisser la liberté aux gens de choisir s'ils veulent se déplacer en transport, en vélo, ou peut-être même la voiture pour partir en vacances ou en week-end, je sais pas, peu importe, mais voilà, je pense qu'on a aussi besoin d'avoir un discours qui soit entendable par le plus grand nombre, parce que je reviens vraiment dessus, souvent, en fait là, depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler par exemple des violences policières. Parce qu'il y a beaucoup, notamment je pense à Sainte-Soline, de militants écologistes qui ont été directement impactés par les violences, ou même encore il y a quelques années de ça, la crise des Gilets jaunes, où il y a eu énormément de violences policières. Mais en fait, dans les quartiers populaires, les violences policières, ça fait 40 ans qu'elles existent. Et personne n'en parlait. 40 ans, où on a des policiers qui tutoient les jeunes quand ils vont dans les quartiers, qui parlent mal, qui les frappent, qui font des contrôles aux faciès de manière totalement injustifiée, et on n'a quasiment jamais entendu personne dessus. Et malheureusement, il a fallu attendre que ce soit, je vais le caricaturer, mais un peu quand même, les blancs des grandes villes, bobos, qui se soient fait taper par les policiers, pour que là, tout d'un coup, la France se réveille et dise « Ouh là là, il y a un problème avec la police, il y a des violences policières. » Ben non, en fait, ça a toujours existé. Donc ça, vraiment, je pense que là-dessus, on peut être entendu, on peut porter des discours, mais il ne faut pas attendre qu'on soit directement impacté pour les porter. Je pense qu'il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille sur le terrain. Tu as évoqué la question du logement. Moi, j'ai fait un atelier des lois sur ma circonscription. C'est les habitants qui ont écrit la proposition de loi. Ben, je peux vous dire que oui, ils ont plein de propositions. Ils ont demandé à ce qu'on augmente les amendes pour les maires, qu'on travaille plus sur la loi SRU. Cette proposition de loi, je vais la déposer à la rentrée au nom des habitants. Et donc ça, c'est de la démocratie directe. C'est les habitants qui travaillent les lois, qui les construisent. Et ils ont des propositions, il faut les entendre, il faut aller sur le terrain. Je pense que c'est très important. On n'arrête pas de dire à la Macronie qu'ils sont hors sol. Et bien en fait, tâchons de ne pas être comme eux. Sur cette table ronde, Alice l'a dit en introduction, mais s'il y a bien une population qui a été précarisée ces dernières années, on l'a vu à la suite de la crise Covid, on a vu les files d'étudiants attendre l'aide alimentaire, c'est bien la jeunesse, et donc il nous paraissait extrêmement d'avoir sur cette table, en tout cas une membre des jeunes écologistes, et c'est Anna, et du coup Anna, on est très attentif au regard de la jeunesse sur cette idée d'un nouveau contrat social. Donc merci pour cette invitation. Et merci aussi de poser la question en ces termes-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a évidemment plein de politiques publiques qui concernent les jeunes, mais la jeunesse n'est jamais vraiment considérée en tant que telle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des politiques pour les jeunes en fonction du territoire où ils vivent. On va aussi avoir beaucoup de choses à destination des jeunes étudiants, mais c'est vrai qu'on ne réfléchit pas forcément à la jeunesse au global, et donc c'est quelque chose que nous on regrette chez les jeunes écolos. On trouve ça assez réducteur, et du coup merci de nous avoir invités à parler là-dessus. Donc peut-être commencer d'abord par un petit constat.
puisque en effet, côté alimentation, Lila l'a un peu évoqué, les jeunes ont été extrêmement frappés d'abord par la crise sanitaire et ensuite, là, ces derniers mois, par l'inflation. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs études qui sortent. Moi, je me suis d'abord appuyée sur celle du CREDOC de 2022, qui disait qu'il y avait quand même 24% des moins de 25 ans qui manquaient de nourriture. Et donc ça, c'est une situation qui doit tous et toutes nous alarmer, parce que parler de l'alimentation, c'est aussi parler de la santé, et les jeunes font aussi partie des personnes parmi la population française qui sont le moins bien suivies médicalement. Aujourd'hui, il y a 20% des 17-30 ans qui n'ont pas de médecin traitant, et en Ile-de-France plus particulièrement, 15% des franciliens de moins de 35 ans qui n'ont pas de mutuelle. Donc en fait, on a des jeunes qui, comme ça, se retrouvent à très vite rentrer dans un cercle de précarité en fait. Ils ont une mauvaise alimentation, ils sont malades, ils n'ont pas de sous, ils ont du mal ils se trouvent les sous pour essayer de se soigner, mais du coup ils ont encore plus de mal à boucler leur fin de mois. Enfin bref, vous voyez le circuit. Et côté logement, du coup, pour aller sur ce point-là, en Ile-de-France plus particulièrement, il y a 44% des jeunes qui vivent chez leurs parents ou chez des membres de leur famille. Alors ça, vous vous en doutez, c'est évidemment parce que le parc social est insuffisant et aussi parce que le parc privé affiche des prix qui sont totalement exorbitants. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de se loger en Ile-de-France, mais je reviendrai sur ce point un peu après. Là, je voudrais quand même aussi parler du fait que se loger en Ile-de-France, c'est aussi un parcours du combattant quand même. On a des propriétaires qui demandent des listes de documents qui sont de plus en plus farfelus et qui franchement frôlent l'illégalité par moment. Donc tout ça, c'est évidemment pas sans conséquence sur les jeunes. Et donc on se retrouve avec des jeunes qui, pour beaucoup, sont un peu freinés dans leur autonomisation aussi. Et au-delà de la question de l'autonomisation, il y a quand même un quart des étudiants franciliens donc, qui vivent chez des membres de leur famille, qui vivent dans des logements qui sont considérés comme surpeuplés. Donc ça veut dire que ces étudiants-là n'ont pas non plus les conditions idéales lorsqu'ils rentrent de la fac pour ensuite étudier et donc poursuivre leur scolarité. Donc maintenant, je vais passer plus sur le point des étudiants qui, eux, vivent seuls. Donc le loyer moyen à Paris, pour les étudiants, c'est 799 €. C'est vraiment énorme. Ça, c'est une étude de l'enquête de l'Observatoire de la vie étudiante. Pour comparer, au niveau national, c'est 552 €. Et en fait, c'est évidemment, vous vous en doutez, pour pouvoir du coup payer ses loyers, eh bien, les jeunes vont devoir travailler. On a quand même 55% des étudiants franciliens qui disent avoir effectué une activité rémunérée au cours de l'année universitaire. Donc pour pouvoir payer ces loyers-là, toujours avec en tête que c'est aussi un facteur de décrochage que de devoir jongler avec des horaires qui sont parfois pas faciles, de devoir passer ses week-ends à tenir une caisse ou autre. Et au-delà de aussi cette question de payer le loyer, il faut aussi parler de l'insalubrité de certains logements. On sait qu'il y a de nombreux jeunes qui se retrouvent dans des passoires thermiques, qui donc doivent en plus payer des chauffages très chers l'hiver et ensuite l'été devoir payer pour brancher leur ventilo. Et aussi, petit point sur la qualité de ces logements-là, parce qu'il y a quand même 7% des étudiants franciliens qui vivent donc, dans des logements qui n'ont pas de douche ou de baignoire dans une pièce privative. Donc vous voyez, c'est les 9 mètres carrés où il y a la douche en plein milieu du salon, quoi. Donc voilà, on voit vraiment que côté logement, les jeunes ont vraiment encore beaucoup de revendications. Maintenant, pour passer à la question du transport, en Ile-de-France, évidemment, les 3/4 des jeunes prennent les transports, mais tous ces transports-là ont un coût. Si on parle du pass imaginaire, c'est quand même 342 €, il va augmenter à la rentrée, il va passer à 365, ce qui a une incidence évidente sur le portefeuille. Mais le pass imaginaire, déjà, ça ne concerne que les étudiants et étudiantes, donc toutes les personnes qui ne sont pas en formation autre n'y ont pas accès. Et il ne faut pas non plus oublier que toutes les zones ne sont pas également desservies en Ile-de-France. Donc il y a certains jeunes qui en fait sont dans des zones qui les rendent quasiment inemployables en fait, parce que si ils ne peuvent pas compter sur une desserte de transport fiable ou qu'ils doivent faire plusieurs kilomètres pour atteindre la gare de RER la plus proche, évidemment pour aller à l'école,
pour aller au travail, c'est beaucoup plus difficile. Donc maintenant, nous, concrètement, quelles sont nos revendications? Évidemment, poursuivre le travail qui est mené sur l'encadrement des loyers, mais aussi peut-être aller plus loin, parce qu'encore une fois, les propriétaires, on leur laisse quand même une assez grande liberté. Et c'est vrai que du coup, on est amené à avoir des situations de discrimination qui sont très importantes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour aller encore plus loin, dans ce sens-là. Évidemment aussi, un des grands combats écolos, la question de la rénovation thermique, nous on est évidemment tout à fait pour. Pour les transports, on aimerait qu'une réflexion s'engage sur la question de la prime pour les équipements de mobilité active, parce que c'est quelque chose qui se fait dans certaines entreprises, et du coup, les jeunes n'y ont pas forcément toujours accès. L'ouverture aussi du pass imaginaire à d'autres populations que simplement les étudiants et étudiantes. Et aussi peut-être réfléchir en dehors de l'Île-de-France. En 2021, il y a eu un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle le Pass TER, qui permettait pour 29 € par mois, c'était juste pendant l'été, juillet-août, d'accéder à tout le réseau TER en France. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment très chouette, parce qu'en fait, ça permet en fait de donner droit aux vacances aux jeunes, quoi. Et on devrait y avoir droit. On va à la fac, certes, on travaille, certes, on devrait aussi avoir le droit de découvrir un peu la France et de se reposer un peu. Je voulais réagir à ce que tu as dit, Sabrina, parce que j'ai entendu deux belles idées reçues sur le vélo que je voudrais qu'on combatte ici même parmi les écolos. La première idée reçue, c'est on ne peut pas faire du vélo quand on est aux enfants du 78, je crois que c'est 78 que tu as cité. Il faut savoir que, y compris en 78, la plupart des trajets font moins de 5 km, sont parfaitement cyclables. Et donc, c'est l'enjeu en Ile-de-France, c'est effectivement la multimodalité. Donc, pouvoir laisser son vélo dans une gare. Et c'est un vrai sujet d'autonomie. D'autonomie pour les jeunes et d'autonomie pour ceux qui n'ont pas le permis ou ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Et je pense qu'il est important de aussi l'envisager aussi comme ça, y compris au fond de 78. Deuxième idée reçue, que j'entends souvent, le vélo c'est un truc de bobo et ça ne concerne pas les catégories les plus populaires. Alors il faut savoir que dans les dernières enquêtes qui sont sorties, le vélo est plus utilisé par les personnes qui gagnent moins de 1837 €, c'est-à-dire le revenu médian. Il est plus utilisé par cette catégorie de population-là que sur les populations les plus riches. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des parkings vélos dans les logements sociaux, ils sont pleins. Et ça, c'est un truc qu'on ne s'imagine pas, mais il y a une grosse demande. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, et j'ai trouvé intéressant qu'on creuse la question sur la demande, notamment des jeunes, c'est qu'il est important de l'envisager comme une vraie solution d'autonomie, et d'autonomie dès le lycée. C'est pour ça qu'on avait vraiment poussé une mesure pendant la campagne régionale de dons de vélos pour les lycéens. C'est encore quelque chose qu'on pousse, et je pense que c'est important aussi pour la mobilité, la clé, et elle peut être la clé aussi de la mobilité des jeunes. Et je pense aussi qu'il faut qu'on milite aussi pour un plan de transport, un plan de financement des transports qui puisse permettre la gratuité des transports pour les boursiers. Je pense que c'est aussi une mesure d'urgence sociale. Sur les garanties délirantes demandées par les proprios pour les logements, perso, sur mes appartements, je prends mes locataires en visa, ça évite de demander que ce soit des conditions de loyer, des documents, des fiches de paye, des CDI en période d'essai, etc. Ça laisse passer tout le monde. En 2015, il y a eu à l'époque, je crois que c'était 2015, la garantie universelle des loyers qui était en train d'être mise en place par une certaine Cécile Duflot. Il y a le lobby immobilier qui a fait flinguer ça, évidemment. J'imagine qu'en 2023, avec la proposition actuelle de l'Assemblée, même pas en rêve, on fait passer ça. Est-ce que ça aurait une pertinence, ce serait faisable de repousser ça à échelle régionale, comme on est à l'Île-de-France? Je ne sais pas si c'est faisable, si c'est possible. Et deuxième question sur la construction massive, le manque de 700 000 logements. Bien évidemment, c'est aussi une conséquence du fait qu'il y a 20% de la population en Île-de-France et que le gouvernement a courageusement rien faire sur ce sujet. Dans quelle mesure l'Île-de-France doit continuer bien évidemment, on ne va pas laisser les gens sans logement
Mais tant que le problème de fond n'aura pas été résolu, on galérera sans doute avec ça. Et dans ce cas-là, tu proposais de construire des tours notamment et construire davantage. Les tours sont peut-être pas le modèle optimal sur le nombre de personnes logées au kilomètre carré. Le Haussmannien, par exemple, loge plus. Est-ce qu'on souhaite vraiment donc la fuite en avance sur la construction et les modèles de tours? C'est une question qui est ouverte, que je laisse ouverte. Et ouais, c'est tout pour moi, merci. Sur la question en fait que tu poses, c'est la question de la forme urbaine. Quand je dis j'aime les tours, j'aime les bars, c'est aujourd'hui le discours écolo stigmatise beaucoup les logements des années 60 et les gens qui vivent avec sont stigmatisés parce qu'on stigmatise leur logement. C'est plutôt ça le sens de ce que je dis. Aujourd'hui, moi je prends l'exemple du centre-ville de Bobigny. Il y a un secteur neuf qui est en train d'être construit, ils sont en train de construire du R+15 à 8 mètres les uns des autres, c'est exactement le contre-projet de ce qu'il faut faire. Ça, on est tous d'accord là-dessus en termes de forme urbaine. En revanche, à côté, on a des tours de logements sociaux où il y a des vis-à-vis à 70 mètres. Donc dès le 3e étage, on a des vues Sacré-Cœur. Donc ça a des qualités, et ce que je veux juste dire, c'était un peu provocateur, connaissant l'Assemblée qui est présente aussi, c'était de dire qu'il ne faut pas qu'on stigmatise ce truc-là parce que ça a des véritables qualités et c'est plutôt par rapport à ça. Sur la question de la construction, il faut construire et en fait, des réserves foncières, on en a des kilomètres carrés. Tous les parkings de supermarchés pourraient être bâtis sans artificialiser 1 mètre carré en Ile-de-France. Les zones d'activité pourraient être rehaussées avec des zones commerciales. Enfin, on a plein de solutions de forme urbaine, sauf qu'aujourd'hui on a des habitudes urbaines de faire du logement, du bureau, du commerce. On fait des projets de quartier juste avec ces 3 composantes et en fait c'est beaucoup plus riche que ça. Et donc je pense qu'il y a un gisement potentiel de construction sans détruire l'environnement en Ile-de-France. Peut-être juste un mot sur le logement. Je pense que ce qu'il faut, sur la question du logement, en fait, il faut vraiment réfléchir, à mon avis, beaucoup plus global que ça, parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quasiment tous les logements sociaux dans le 93 et tout le travail dans le 92. Donc déjà, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il faut rééquilibrer au niveau de l'aménagement du territoire, il faut répartir la question du travail, du logement, et ça aussi, ça rentre en lien avec la question du déplacement, c'est-à-dire que pouvoir travailler pas très loin de chez soi, ben, ça permet peut-être d'utiliser plus facilement un vélo plutôt qu'une voiture pour aller travailler et d'avoir un transport en commun qui soit plus accessible, mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et donc, c'est là où il y a une difficulté. Et puis surtout, il y a plein de villes qui sont très très loin des 25% de la loi SRU. Enfin, moi, je suis dans les Hauts-de-Seine, le I, c'est 6% de logement social. Hein. Mais comme ils déposent des schémas où ils disent trajectoire 25% d'ici 2050, ou je sais pas quelle année, bah, le préfet, en fait, il reprend pas la main parce qu'il dit, mais en fait, ils sont dans la trajectoire. Donc même s'ils construisent un logement ou une barre, mais un petit immeuble, hein, pas une barre, pas une vraie barre, parce que eux, ils construisent pas du PLAI, hein, ils construisent pas du logement pour les plus précaires, ils construisent plutôt du logement intermédiaire. Donc ils rentrent en fait dans les clous. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, j'ai envie de te dire, au-delà de la question des gens qui arrivent, c'est aussi la décohabitation. Les gens, ils sont là. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit partez? Ben non, en fait. À un moment, quand il y a des familles qui décohabitent et dont les enfants demandent des logements et il faut les reloger, ben, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec le plus fort taux de demande de logement de l'histoire du logement social. Donc ça, c'est un vrai problème et sur lequel il faut qu'on arrive à avancer, on n'y arrive pas. Et c'est pas juste construire du logement, c'est construire du logement pour les plus précaires, c'est-à-dire le logement social le plus accessible. C'est celui-là dont on a le plus besoin aujourd'hui et on peut pas avoir des déséquilibres comme Bagneux, 70% de logements sociaux et Neuilly, 6% de logements sociaux dans le même département. Donc c'est ça l'enjeu en réalité. Sur la question du vélo, juste si tu avais écouté exactement, j'ai dit, faut pas demander aux gens forcément de partir du 78 pour aller travailler à Paris ou à l'autre bout de l'Île-de-France en vélo. Je pense que moi, en fait, sur la question du vélo, moi, il n'y a pas de souci. Il faut que les gens puissent choisir le mode de déplacement qu'ils veulent, mais le vélo reste quand même un mode de déplacement qui n'est pas... moi, je sais que j'étais dans une ville très populaire où déjà les femmes, la plupart, ne faisaient pas de vélo. Donc on a créé des associations pour permettre déjà aux adultes, aux femmes, d'apprendre à faire du vélo. Donc ça prend du temps. Le fait que quand on n'est pas en bonne santé, il faut tenir compte du handicap, de l'état de santé, de l'âge, etc. Mais oui, mais peut-être que ça semble, pour des gens qui font du vélo tous les jours, ça semble assez simple, mais il y a des gens en fait qui ont une vraie peur
de monter sur un vélo et de passer ce cap, de prendre le vélo et de faire des longs trajets en vélo. C'est important parce que quand on voit aujourd'hui la manière dont sont faites les pistes cyclables, il y a des villes qui n'ont pas de vrai plan vélo. Il y a des villes où il y a 50 mètres de piste, puis plus rien, puis encore 100 mètres, puis plus rien, etc. Et en fait, il y a des personnes pour qui se retrouver face à une voiture sur la chaussée quand on est en vélo, c'est une vraie angoisse. Et ils vont pas prendre ce mode de transport. Donc pour moi, c'est d'abord la question du déplacement en vélo, c'est d'abord comment rassurer l'apprentissage. Et ça commence par le collège. Nous, on avait beaucoup porté le fait qu'il fallait offrir et mettre à disposition des vélos pour les collégiens, justement pour démocratiser complètement le déplacement en vélo. Mais ça prend un peu de temps quand même. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que vu l'état des pistes cyclables à Paris, on peut pas dire que, enfin voilà, c'est super occupé. Parfois, il y a même des bouchons sur les pistes cyclables, donc je pense que ça fonctionne bien. Sur certains territoires, il y a encore un peu de travail à faire pour améliorer les plans vélo, pour améliorer le fait que les gens soient en confiance en prenant leur vélo. Et puis, il se posera aussi à un moment la question du prix des équipements, parce que les vélos, aujourd'hui, on a quand même tous les tarifs sur les marchés. Quand on veut un bel équipement, ça coûte un peu cher. Et puis, il y a des territoires, moi je vous assure, il y a des gens, ils refusent absolument de laisser leur vélo en bas de chez eux parce qu'ils n'ont qu'une hantise, c'est qu'ils disparaissent dans l'heure qui suit et qu'en fait, ils vont perdre un investissement qu'ils viennent de faire. Donc voilà, il faut répondre à toutes ces questions-là. Et bien sûr que si on avait des gares où il y avait des possibilités d'accrocher son vélo en toute sécurité, de prendre les transports, de revenir, ça serait beaucoup plus utilisé. Mais voilà, je pense que tout ça va venir, mais c'est pour ça qu'on a des conseils régionaux en Ile-de-France qui font le boulot à ce niveau-là, je pense. On va arriver sur un petit temps de conclusion, peut-être chacune d'entre vous faire quelques mots de conclusion sans trop s'étendre, mais voilà, comme ça, pouvoir donner quelques traductions à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, peut-être sur commencer par celles qui ne sont pas encore réintervenues. Lila. Mais moi, en entendant tout ça, ça rejoint vraiment ce que tu disais aussi, Alice. On ne peut plus aujourd'hui parler de justice sociale sans une réelle justice environnementale et même au-delà écologique. Quand on parle de tous les sujets, on revient quand même à la pyramide de Maslow. On est en train de dire on veut juste être bien logé, mais de façon saine. Mais saine, on est dans un logement où il n'y a pas de passoire thermique, où on a aussi de l'espace, parce que on a des logements de 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres carrés pour des étudiants, et même souvent hors la loi. On a des familles qui s'entassent. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de la base. C'est manger, avoir un toit, pouvoir se déplacer, avoir un travail. Nous, ce que les écologistes en proposent, c'est manger sainement, avoir un logement décent, pouvoir se déplacer et avoir le choix. Et mon quatrième, j'ai oublié ce que c'était. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, si, c'est le travail. Mais ça, on s'en fout chez nous. Chez les écolos, on n'est pas très pour le travail. Mais c'est d'avoir un travail qui a du sens. Et en fait, ça remet en cause quand même tout le paradigme qu'on nous fait croire depuis extrêmement longtemps. Et c'est là où, en fait, je pense que les écologistes ont une force, c'est de pouvoir arriver à remettre dans quelque chose de très pragmatique énormément de sens. Et pourquoi je me bats vraiment sur la sécurité sociale alimentaire? Parce qu'à la fois, ça retouche beaucoup de sujets, et aussi celui de la santé, bien évidemment. Mais ça retravaille réellement sur le fond d'un réel problème qu'on a aujourd'hui, qui est la solidarité. Comment aussi on aide notre prochain et les prochaines générations, et c'est surtout pas en faisant de l'aide alimentaire, parce qu'il manque quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est la dignité. Et en France, on ne le met pas dans les premières priorités, mais c'est aussi ce qu'on laisse aux futures générations sur la démocratie du choix, la démocratie de pouvoir se nourrir sainement, de choisir, de pouvoir manger à sa faim, parce qu'on parle souvent de la qualité, mais il y a aussi la quantité qui compte. Et donc, je trouve que les sujets qui ont été abordés aujourd'hui sont des sujets qui sont à la fois la base, mais qui a un réel sens quand on parle avec un prisme écolo, et donc je vous remercie pour ça. Merci beaucoup, JB. Oui, je ne vais pas reparler des transports, mais globalement, en fait, le traitement de la question écologique et notre programme est très complet et très bien. En fait, il s'appuie sur des statistiques. On sait qu'en gros, il faut telle quantité de carbone, il faut faire telle mesure pour réduire la pollution de l'air, telle mesure pour répartir comme ci, comme ça. Ça, en fait, on le sait. La justice sociale, c'est un peu autre chose. La justice sociale, il faut quand même avoir un peu
conscientiser ce que c'est que de retirer ce qu'on a par mois, les 500 € qu'on a par mois, les avoir en liquide pour mieux les dépenser et pas en fait trop aller en avant et nourrir sa famille, et comment en fait on contribue à ça. Faut voir ce que c'est le dimanche en fait de prendre plaisir à aller chez Action ou chez Babou pour en fait juste avoir la possibilité aussi d'avoir du pouvoir d'achat et d'acheter des trucs pas chers. Ce que c'est aussi la fierté d'avoir la possibilité soit aussi d'acheter une voiture, et en fait cette voiture qui est à peu près correcte. Faut voir à peu près aussi ce que c'est que de venir des quartiers populaires, de vraiment vivre en fait ce que c'est typiquement de se faire braquer son vélo en bas de chez soi. Non, mais je pense que c'est des choses très bêtes, mais qui en fait chez les écolos, c'est pas grave, mais il faut juste se poser le constat. Chez les écolos, il y a peu de gens qui viennent de ces situations vécues. Et ces situations vécues, c'est celles qui nous permettent de mieux faire de la justice sociale et de mieux faire de l'écologie populaire en fait. Il faut les avoir vécues. Et donc ça doit nous apporter à une réflexion, je pense, dans cette séquence électorale à venir, c'est comment aussi on fait monter des élus, comment on fait monter des profils qui vont pouvoir se saisir de la question de la justice sociale, l'incarner, parce qu'en fait ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est que là, Sabrina elle parle de situation vécue là en bas, il a aussi Anna Pierrick aussi là sur leurs exemples. Regardez quand Rachel Keke elle parle de la pénibilité, elle est femme de ménage en fait, et en fait c'est la seule qui sait combien on en a au gouvernement, combien on en a dans nos parlementaires, même pour incarner des formes de diversité, combien là on en a dans les personnes qu'on va choisir pour être sénatrices et sénateurs, combien est-ce qu'on en a aujourd'hui dans les différents groupes politiques. Et bien en fait posons-nous cette question, et posons-nous la question de comment en fait on va permettre de traiter ces questions si on a peu de gens, trop peu de gens. Tout le monde peut en parler, mais il y a quand même les gens qui sont un peu concernés, arrivent quand même un peu mieux à en parler avec une forme de vécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment mettre en place à ELV si demain on veut faire en sorte de mieux traiter la question de la justice sociale. Donc oui, on peut faire du vélo partout, mais il faut comprendre aussi des situations vécues, d'où on vient, de ce que c'est la réalité en fait des gens dans certains territoires français aujourd'hui, de ce que c'est que certains parcours de vie, et de mieux comprendre en fait pourquoi être imposé de certaines normes écologiques, c'est difficile, la question de l'acceptabilité est plus difficile. Donc si on veut résoudre tout ça, il faut arriver à mettre tout d'un commun accord. Anna, un petit mot de conclusion aussi. Merci, donc encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vous invite vraiment à vous saisir des questions de jeunesse, à être à nos côtés dans la rue et à suivre nos actions. En tout cas, sachez que nous, on est là à disposition si jamais vous avez besoin de nous pour approfondir ces sujets-là. Plaisir. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Juste, moi je nous invite collectivement à continuer les luttes contre les projets inutiles, les projets totalement délirants, mais aussi à défendre, à être pour des combats pour le logement, qui a été, je pense, un marqueur écolo pendant des années, qui s'est un peu effacé ces dernières années. Et je pense que collectivement on peut reprendre ce bâton de pèlerin pour loger tout le monde dignement. Peut-être juste un mot pour dire, je reviens sur juste le mot acceptabilité, je pense qu'il est vraiment, vraiment très important. Vous savez, quand on a parlé de sobriété ou de décroissance, pour plein de gens, ça voulait strictement rien dire, parce qu'ils disaient, mais nous, on n'a rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on supprime, en fait? Et je pense que c'est très important, quand on demande aux gens de faire des efforts, en fait, il faut que l'effort soit, en fait, ceux qui polluent le plus, fassent le plus d'efforts, etc., etc. C'est aussi, l'acceptabilité extrêmement importante. Sur le nouveau contrat social, je pense que le mot-clé, pour moi en tout cas, c'est la lutte contre les inégalités, quelles qu'elles soient, parce qu'elles sont le cœur de tout ce qui va mal. Moi, je donne souvent comme exemple, et j'en resterai là sur la question des réfugiés, aujourd'hui de l'accueil des réfugiés. Et j'arrête pas de répéter à mes collègues, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, on a la chance de vivre dans un continent qui est quasiment préservé des gros changements climatiques. Et en réalité, on est là à donner des leçons à des continents comme l'Afrique, qui n'émettent que 4% des gaz à effet de serre, mais qui subissent quasiment toutes les conséquences. Et on leur dit, en fait, ne venez pas chez nous, alors que nous, on pollue, et qu'on tape sur la Chine en disant, oui, mais la Chine ne fait pas assez. Donc ça... Enfin voilà, l'acceptabilité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, y compris du point de vue européen, aujourd'hui, les Français se disent, mais comme la Chine pollue plus, elle doit faire plus d'efforts. Mais il faut aussi qu'en interne, chez nous, on se pose aussi ces questions-là. Donc voilà, pour les quartiers populaires, je pense que ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que ce soit subi. Mais quand c'est expliqué et qu'il y a un vrai travail qui est fait, en réalité, les villes populaires font déjà énormément d'écologie et je pense qu'il faut surtout s'appuyer sur ce qu'elles font pour s'en servir, pour dupliquer les modèles plutôt que d'imposer un modèle qui vient par le haut. Merci beaucoup, Marie.
Merci à tous en tout cas d'être intervenus sur cette table ronde. Je pense que les échanges ont été riches et vraiment intéressants. En tout cas, j'ai appris beaucoup de tous et toutes ici. Moi, je suis contente, Sabrina, que tu aies évoqué la décroissance. Je pense que le projet des écologistes, c'est bien évidemment la croissance dans ces 3 sujets que vous avez aussi évoqués, c'est-à-dire plus d'accès au logement, plus d'accès à la mobilité, plus d'accès à une alimentation saine et durable. De l'argent, parce que je pense que c'est aussi parfois le nerf de la guerre dans ces projets-là. Il y en a dans tous les projets inutiles qu'on a pu aussi, dont on a pu aujourd'hui parler et dont on lutte contre. Il y en a aussi dans toutes les industries polluantes, et là où la justice sociale et le projet écologique se rejoignent, c'est bien aussi dans cette lutte-là de réinvestir là dans nos besoins et dans nos droits fondamentaux. Donc voilà, merci à tous et j'espère qu'on peut conclure sur ça. Merci beaucoup, bonne fin de midi à tous. Le soleil est revenu, je crois.